Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, Appelez Europe 1 au 39 21. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. François Claus. Alors on vous attend aujourd'hui sur la politique, on vous attend également sur les dons, on vous attend enfin sur les footballeurs. Sont-ils encore des modèles pour nos enfants? Avant de prendre les premiers appels, un petit bilan du forum d'hier. Nous avions sollicité sur 3 questions, notamment, vous vous souvenez peut-être, cette affaire hallucinante là d'un maire qui décidait avec hélicoptère de balancer de la neige sur ces montagnes déneigées, tout ça 15 jours après la COP21. Là, la réaction a été unanime sur le hashtag Europe 1 et également au 3921. Évidemment, on va trop loin. On s'acharne à prolonger ce système consumériste absurde qui fabrique sa propre condamnation, nous disait ainsi un internaute. Et globalement, les gens étaient tout autant choqués par l'initiative du maire que par le fait tout à fait réel qu'il n'y a tout simplement pas de neige sur nos montagnes. Et donc, ce fait-là montre qu'il est urgent d'agir. Sur le vin, beaucoup d'humour dans les réactions qu'on a reçues hier. Je vous en avais donné une ou deux hier. Le sentiment général pouvait se résumer en un tweet: produire du grand vin, ça ne se décrète pas. Effectivement, c'est plein de bon sens. Et enfin, le dernier thème, c'était la déchéance de nationalité qui a provoqué énormément de réactions au standard, avec un sentiment très partagé, celui d'une forme de saturation, une majorité de réactions favorables à ce qu'on ne s'attarde pas sur ce sujet. Ça tombe bien, on ne va pas parler de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on va d'abord parler de Manuel Valls, de la politique. Vous l'avez entendu dans le journal, Manuel Valls, interview très musclée dans le Parisien ce matin sur la situation en Corse. Manuel Valls bousculé dans son propre camp sur l'affaire de la déchéance de la nationalité et qui se retrouve en conflit avec Ségolène Royal, ministre numéro 3 dans l'ordre du protocole du gouvernement, qui vient contester une décision qu'il a validée, prise par le préfet de la région PACA, autorisant des déchets toxiques dans les belles calanques de Marseille. Bref, sale temps pour Manuel Valls, bousculer sa tangue du côté de Matignon. Qu'en pensez-vous? Eh bien, nous avons Laurent au téléphone qui nous appelle de Cherbourg dans la Manche. Bonjour Laurent. Bonjour. Votre sentiment à vous sur cette situation politique et cet avis de tempête sur Matignon? Mon sentiment, c'est qu'il y a un grand chef qui va être le président, M. Hollande. Ensuite, il a délégué à M. Valls. Tous les autres ont été choisis pour former le gouvernement. Ils doivent suivre la politique de M. Valls et de M. Hollande. Donc, ils se taisent, ils exécutent les directives qu'on leur donne. Un rang, un seul. Voilà. Après, s'ils sont pas contents, parce qu'après, voilà, on voit bien que ils sont au pouvoir, ils ont le pouvoir, certains prennent un peu d'aide, on va dire qu'ils nettoient leur linge en famille, quoi. Mais sauf que là, leur famille, ils sont pas. La famille, c'est la France, ils ont la France en main, quoi. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment finalement, Laurent, que Manuel Valls se retrouve aujourd'hui dans la situation de beaucoup de premiers ministres de la Ve République, régime quand même très largement présidentiel, où l'Élysée tire les ficelles des grands dossiers et qu'il se retrouve le Premier ministre en porte-à-faux et que finalement Manuel Valls est en train de vivre ce que peut-être François Fillon a vécu à une époque avec Nicolas Sarkozy? Oui, peut-être, mais après il a quand même son avis. Le problème, c'est que derrière, même, sur tous les sujets, chaque ministre va donner son avis, on n'est pas là pour leur avis. Voilà, il y a une ligne de conduite à suivre qui est donnée par les directives, par le président et le Premier ministre. Et s'ils sont pas d'accord avec ça, ils partent. Eh bien, nous avons compris votre point de vue, Laurent, très clair. Alain, lui, nous appelle de Nemours. Merci encore, Laurent. Bonjour, Alain. Bonjour, oui, Alain de Nemours, oui, je suis là. Eh bien, vous êtes à l'antenne, Alain, et nous vous écoutons. Alors, je ne crois pas que Valls soit en danger. Je ne pense pas qu'il soit évincé du gouvernement en tant que Premier ministre. Alors, précisons pour les gens qui ont écouté le journal tout à l'heure, lorsqu'on a évoqué le potentiel remaniement, c'est quelque chose qui pourrait arriver éventuellement au premier trimestre. Pour le moment, il n'y a évidemment absolument rien de confirmé. Voilà, je vous redonne la parole, Alain, mais je voulais repréciser cette information. Oui, effectivement. Donc, ça sera au cours du premier trimestre 2016. Pour moi, mon intime conviction, c'est que la cacophonie, elle existe au niveau du gouvernement. Que ce soit avec Mme Taubira la semaine dernière, maintenant c'est Mme Ségolène Royal. Donc, si vous voulez, il y a une cacophonie générale. Et je ne pense pas que M. Hollande puisse évincer M. Valls de son poste de Premier ministre dans la mesure où les élections présidentielles sont l'année prochaine. Et donc, s'il évince M. Valls, il y aura donc certainement une primaire au niveau du PS. Et donc, à ce moment-là, M. Hollande
aura comme adversaire principal M. Valls. Donc, je pense que Hollande, fin tacticien, n'évincera pas M. Valls. Et Valls restera jusqu'aux élections l'année prochaine. Et vous n'avez pas le sentiment, vous parlez de cacophonie au sein du gouvernement. Il y a eu effectivement l'affaire Taubira ce matin, l'affaire Ségolène Royal. Au-delà de la cacophonie, ce sont des ministres qui gèrent des dossiers. Vous leur déniez le droit d'aller défendre jusqu'au bout leur dossier. Non, parce qu'il n'y a pas de ligne. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de ligne au niveau du gouvernement. Donc, si je reprends les propos de M. Chevènement, un ministre ferme sa gueule ou démissionne. Voilà. Donc, ces gens-là ne sont pas prêts à démissionner. Ils resteront là jusqu'au bout. Et de ce point de vue, Alain, vous rejoignez notre précédent auditeur. Merci de nous avoir appelés. Alain, nous avons Julien qui nous appelle du Bas-Rhin, de Wolfskirchen. Vous êtes artiste de variété à la retraite, me dit-on à Julien. C'est ça, exactement. Mais passionné par la politique. Oui, je suis passionné surtout parce que ça concerne des problèmes graves de notre pays et de la vie des citoyens. Hein. C'est très grave ce qui se passe. Allez-y, développez. Oui, Qu'est-ce qui vous inquiète? Donc je voulais vous dire que je voulais apporter mon soutien total à M. Valls concernant la déchéance de la nationalité. Puisque des terroristes, ils n'ont rien à faire dans notre pays. Ceux qui trahissent notre pays, un pays qui les a accueillis, qui les a éduqués, qui leur a donné un foyer, une citoyenneté, tout ça, ils n'ont rien à voir ici, rien. Ils tuent leurs frères, ils tuent nos citoyens. Hein. Cette loi, elle n'empêchera pas les actes terroristes. Mais c'est un signe symbolique qui est vraiment implacable et nécessaire. Hein. Il s'agit de défendre le pays et son honneur. Hein. Il n'y a pas de gauche ni de droite, tout ça, c'est des problèmes politiciens, même ceux de la gauche de partout. Il n'y a qu'une ligne, c'est la tolérance zéro pour défendre notre pays. Vous êtes un adepte, on va dire, du Valls autoritaire. Non, je n'aime pas ce terme. Je trouve qu'il défend notre pays. Il défend le pays et les citoyens. C'est comme pour le problème de la Corse. Ceux qui prennent la Corse, là, ceux qui ont été élus, une élection régionale, c'est en aucun cas un référendum, mais ils sont fous. Ils détournent complètement le résultat des élections. Et là, il a encore une fois raison. Il a raison. Ça, c'est pas de la politique. C'est une ligne indépendante d'action pour la régularité de notre pays. Il est dans le droit chemin, pour moi. Il est dans le droit chemin. Merci, et il a raison Julien. de tenir bon. Merci Julien, nous avons bien entendu votre point de vue. Nous étions là, et vous l'avez entendu à l'antenne, dans le Bas-Rhin. Et Alain, lui, nous appelle de Lyon, du côté de Chablis. Oui, bonjour. Oui, bonjour Alain. Oui, bonjour. Donc, j'ai écouté les précédents interlocuteurs. Bon, je suis un peu dans leur ligne, c'est-à-dire que Valls, pour moi, c'est un bon Premier ministre. Bien sûr, je ne suis pas de son bord, mais je trouve qu'il prend des bonnes décisions et le bon ton. Alors, quelques coups de menton un peu désagréables, mais finalement, la ligne est bonne. Je le plains d'avoir un président plutôt mou, plutôt louvoyant. Mou, c'est pas le terme, mais c'est plutôt louvoyant, politique. Et donc, de ce côté-là, c'est ça qui fragilise finalement. Alors vous, Alain, vous vous qualifiez d'homme de droite et vous soutenez un Premier ministre de gauche. Oui, je le soutiens. Disons que j'apprécie son action. Voilà. Merci beaucoup Alain, vous nous appeliez de Chablis. Alors nous parlions politique et nous voulions parler avec vous des dons. Vous avez peut-être entendu Europe 1 ce matin, les Restos du Cœur espèrent 3 millions d'euros pour pouvoir boucler leur campagne. Vous avez entendu Françoise Sempermans également qui préside un regroupement de plus de 80 associations. Il vous reste 2 jours tout simplement si vous voulez déduire des impôts, des dons que vous feriez. Nous avons beaucoup d'auditeurs qui nous appellent, à commencer par Michel de Bar-le-Duc. Bonjour Michel. Ah non, alors, si c'est moi, je suis pas de Bar-le-Duc, je suis de Paris 15e, j'ai bien donné mon alors on va dire que vous êtes dans l'est, non même pas, vous êtes dans l'ouest, le sud-ouest de Paris, j'allais dire dans l'est de Paris, même pas. C'est le sud-est de Paris. Alors, bon, j'appelle parce que je voulais apporter mon témoignage, je donne moi-même, si vous voulez, à plusieurs organismes, et comme l'appel des Restos du Cœur a eu lieu, je voulais signaler que sur l'impôt sur le revenu,
pour les restos du cœur et pour les organismes qui s'occupent directement de la personne, de son alimentation ou de l'habitat, le taux de déduction est de 75%. Ça, j'en suis sûr. Hein. Et alors, si vous voulez, par contre, il y a un plafond, je crois, qui cette année, malheureusement, je suis malvoyante, donc je peux plus lire toutes les lois, mais je crois que le plafond cette année est à 590 euros par foyer ou par personne. Ça, Et vous donnez, Michel, vous donnez... Moi, je donne à plusieurs organismes, si vous voulez. Et alors, ce que j'ai signalé à l'auditrice d'avant, c'est, si vous voulez, je fais très attention à comment est utilisé l'argent. Hein. Comment vous arrivez à avoir ce suivi, justement? C'est une question qui revient très souvent. C'est pas très difficile. Normalement, par exemple, les restos du cœur, ils gâchent pas l'argent. C'est pas, j'ai rien de particulier avec les restos du cœur, mais par exemple cette année, bon, j'allais faire mes dons. J'ai une jeune étudiante qui vient m'aider, qui est un futur professeur. Donc j'ai fait mes dons et j'avais pas encore les restos du cœur. Je dis bon, je vais rechercher dans les dernières pour leur adresse, parce que la plupart des organismes, ils dépensent l'argent en courrier, si vous voulez. Et par exemple, les restos du cœur, ils envoient, et normalement c'est obligatoire, comment est utilisé l'argent des dons. Et alors, vous regardez la ligne... Michel, allez-y, donnez-nous un exemple, par exemple un don que vous avez fait l'année dernière, je ne sais pas, au Secours Populaire, à la Croix-Rouge ou au Resto du Cœur. Qu'est-ce qu'il a permis et où est-ce qu'il a été? Si vous voulez, par exemple, les Restos du Cœur, il va à 93%, je pense. Hein, je le dis de mémoire, je peux pas vérifier. Mais je crois qu'en frais de gestion, c'est 7 ou 8%. C'est vraiment très, très minime. J'ai donné également à la Croix-Rouge. C'est pareil, ils gaspillent pas l'argent. Bon, ils m'ont envoyé une couverture de survie, vous savez, le petit truc plastique jaune, là. Ça coûte pas très cher. Par contre, il y a beaucoup d'organismes qui maintenant envoient des cartes, des étiquettes avec votre nom, votre adresse à coller au dos de votre courrier éventuel. Ils dépensent plus d'argent en prospection qu'en aide vraiment, hein. Oui, c'est également des remarques qui reviennent assez souvent, je peux vous dire où le marketing et parfois la guerre des associations peut être préjudiciable. En tout cas, c'est un ressenti qui revient assez régulièrement. Nous avons Brigitte qui nous appelle de Rennes. Bonjour Brigitte. Bonjour. Nous écoutons votre témoignage, Brigitte. Alors moi, j'ai appelé parce que moi, je donne tous les ans au Resto du Cœur, je donne à d'autres associations. Et entre autres, en plus, j'ai été obligée d'employer quelqu'un à domicile parce que je suis invalide à 80% et que j'ai eu des problèmes de santé, que je ne pouvais pas faire les choses courantes. Donc et partout, on m'a dit, c'est déductible des impôts à 50%, mais personne ne vous dit que quand on ne paye pas d'impôts, rien n'est déductible. Et donc en fin de compte, je regrette pas l'argent que j'ai donné au Resto du Cœur parce que moi, j'ai la chance de pouvoir manger tous les jours. Mais l'organisme que j'ai pris j'ai eu 450 euros de frais de prestations en me disant que ce serait déductible des impôts à 50%. Et au niveau des impôts, montant de réduction, par toutes les colonnes, on m'a mis 0. Et oui, effectivement, c'est une situation qui peut sembler un petit peu injuste. Mais effectivement, vous avez raison, Brigitte, de le repréciser. Et on disait bien qu'il restait 48 heures pour faire des dons et éventuellement les déduire de ces impôts, à condition, bien sûr, on l'a compris, d'être imposables. Nous avons retrouvé le Michel de Bar-le-Duc. Bonjour Michel. Oui, bonjour. C'est à vous, nous vous écoutons. Vous êtes sur l'antenne d'Europe 1. Non, je voulais simplement donc signaler que tous les ans, je procède à des dons qui sont déductibles des impôts. Effectivement, il y a deux sortes de dons versés à des organismes d'aide aux personnes en difficulté, où là, il y a un abattement de 75%, et les autres à toutes sortes d'associations d'utilité publique, où là, la déduction est de 66%. Et vous le faites, vous n'avez pas été, perturbé, ou vous vous êtes pas questionné sur votre démarche, parce qu'on sent qu'on donne un petit peu moins aujourd'hui en France par l'actualité des dernières semaines, des derniers mois? Oh non, je donne toujours à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'on donne même plus qu'autrefois, depuis qu'il y a cette formule de déduction, puisque avec le même montant, le même versement, ça permet parfois de donner 3 fois plus.
C'est-à-dire que autrefois, quand on donnait par exemple 100 euros, bon, c'était 100 euros sans déduction, et maintenant, si on donne 300 euros à la même association, on a en fait 100 euros à notre charge. Et c'est cette loi qui a permis effectivement à de nombreuses ONG de continuer leur travail de terrain. Claude nous appelle de Saint-Raphaël en Dordogne. Bonjour Claude. Exactement, bonjour. Oui, je suis un petit peu surpris par tous ces calculs de 66%, 75% en cas de don. Quand on fait un don, en principe, on le fait sans trop penser à ce qu'on va aux bénéfices qu'on va en tirer. Mais ce que je voudrais dire, surtout moi aussi, je fais des dons à des associations. Mais ce que je voudrais dire, c'est parler un peu des associations. J'ai suivi votre émission tout à l'heure. Oui, avec François Sempermans notamment. À part les associations de la culture de la Villette au Sahara, les associations d'utilité publique remplacent en fait les pouvoirs publics, surtout sur le plan caritatif. Elles prolongent ce que faisait l'Église dans le temps. Elles sont subventionnées. Et en plus, elles font appel aux dons. Alors, je dirais quand même que ces dons constituent un impôt supplémentaire, parce que ces associations fonctionnent grâce aux subventions. Ces subventions, ce sont nos impôts. Et en plus, les dons que nous leur donnons, eh bien, c'est également un impôt supplémentaire. Légalement, une association, si vous regardez la loi de 1901, légalement, une association doit vivre de la cotisation de ses membres. Et il serait intéressant que toutes ces grandes associations qui font appel aux dons publient la liste de leurs membres pour voir si leur existence même est justifiée. Une part de l'argent qu'elles reçoivent et qui est variable selon les associations, mais elle est toujours très importante, elle est utilisée pour leur fonctionnement. Un de vos auditeurs, oui, tout à l'heure. Oui, on a évoqué la question des frais de marketing, des frais de campagne, qui choquent parfois un peu les auditeurs, même si tous ces comptes sont totalement transparents, hein, il faut le préciser. Rhétorique, il faut le savoir. Je n'ai pas donné le nom. Mais enfin, bon, un de vos auditeurs tout à l'heure disait que les frais de fonctionnement des Restos du Cœur, il a dit 7 ou 8%, je crois. Bon, ben ça, c'est formidable. C'est très très bien. Mais c'est une exception. La plupart de ces associations ont des frais de fonctionnement qui s'élèvent à 30 ou 40% de leurs ressources. En plus, ça vous semble un peu trop, hein. Je pense à une organisation qui était antiraciste dans les années 60 quand elle a été créée, je ne donnerai pas son nom, qui a été phagocytée et puis qui est maintenant devenue une association carrément raciste. Voilà. Donc les associations évoluent, on ne le sait pas toujours et on continue à leur donner de l'argent. Alors, je crois qu'il faut être très prudent dans les dons qu'on fait aux associations, en gardant en mémoire qu'on paye des gens qui, quelquefois, ne le méritent pas. Et en même temps, d'autres qui le méritent grandement. Et comme vous le dites, il faut être attentif. Merci pour votre témoignage. Merci de nous avoir appelés si nombreux sur cette question. Bon, et je vous donne un petit tweet qu'on vient de recevoir. Défiscaliser, et derrière, l'État est en déficit. Nous dit par exemple Audrey 80, mais la majorité des messages qu'on reçoit à l'instant même où nous parlons se satisfont de ce que François Sempermans nous expliquait dans le journal, c'est-à-dire que les dons, le niveau des dons en France reste tout à fait stable et nos auditeurs s'en réjouissent. Vous écoutez Europe 1, il est 13h36 à suivre les découvertes d'Europe Midi. Et on va prendre un dernier thème, parce qu'il nous reste 3-4 minutes pour avoir les auditeurs avant de passer aux découvertes d'Europe Midi. On parlera télé, on parlera livre, on parlera cinéma, on fera un beau voyage dans le monde des sapins. Mais nous avons encore quelques minutes pour écouter les auditeurs. Notamment, nous les attendions sur ce thème du football. Vous savez que Karim Benzema est poursuivi dans l'affaire de la sextape. Et on s'est interrogé au moment où la plupart des clubs de L1 reprennent l'entraînement, là en ce moment, si cette affaire avait un vrai impact dans les écoles de foot, et on voulait avoir un peu votre opinion à vous. Alors Jean-Baptiste nous appelle de Vénissieux, donc on n'est pas très très loin de Lyon, ce club qui a formé entre autres Benzema, Ben Arfa et où joue actuellement Valbuena. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Votre sentiment, vous, sur l'impact de cette affaire? L'impact, c'est-à-dire, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'effectivement, si les enfants prennent Benzema pour modèle, moi, ça peut peut-être me poser un problème. Après, je dirais que c'est aux éducateurs, mais aussi
aux parents de dire, bah, vous voyez, c'est pas parce que tu aimes le foot et qu'il joue bien au foot qu'il peut tout se permettre ou qu'il peut faire ci ou ça. Après, il y a un rôle. Derrière, c'est comme avec la télé, quand on regarde des choses pas très bien ou quoi, s'il y a un rôle derrière des parents, je précise avant l'éducateur d'ailleurs, d'expliquer aux enfants, de dire, voilà, c'est ci ou ça, ou pourquoi il faut pas faire ça. Mais le problème, c'est que moi, je parlais avec des parents qui adorent aussi le foot et qui hésitent à mettre leurs enfants dans des clubs de foot parce qu'ils disent, bah, moi, quand je vois le comportement des parents sur le bord des terrains, c'est, bah, le parent ne pense qu'une chose, c'est que voilà, mon fils c'est le nouveau Messi pour me rapporter tant d'argent, vous voyez. Oui, bien sûr, Donc, on sait très bien. Enfin, c'est le problème qu'on rencontre également avec l'école. Et là, d'ailleurs, on est dans une problématique d'école de football. Là, justement, vous avez des enfants, par exemple, Jean-Baptiste, vous les avez mis dans un petit club de foot, non? Non, pour l'instant. Et si vous aviez un enfant, vous l'inscririez dans le contexte d'aujourd'hui? Peut-être. Bah, si ça l'intéresse, évidemment, c'est lui qui choisirait. S'il souhaiterait faire du foot, je dirais que bah, tout dépend. Je pourrais essayer. Après, on verra comment ça se passe. C'est lui tout dépend de son ressenti, en fait. Je dirais que c'est le ressenti de l'enfant qui compte. Mais après, je l'aiguillerais. Je lui dirais, bah, écoute, ça me déplaît ou ça me plaît. Voilà, c'est... Bien sûr, rappeler le rôle d'éducation des parents et également du centre de formation. Merci pour votre appel, Jean-Baptiste. Nous avons Didier qui nous appelle du 2e arrondissement de Marseille, grande ville de football. Bonjour Didier. Bonjour François. Que pensez-vous de cette affaire et de l'impact qu'elle aurait dans les écoles de foot? Vous avez des enfants, vous, par exemple? Oui, bien sûr. Ouais. Mais écoutez, moi, le foot, je ne parlerai pas de Benzema en particulier, je parlerai plutôt du football. Oui, du climat général. Le football français aujourd'hui, il apparaît beaucoup plus dans la colonne des faits divers que sur le plan de la réussite sportive. Et c'est tout le problème qui se pose, c'est que moi j'ai un garçon, un aîné qui a une trentaine d'années. Il s'est détourné complètement. Il s'est un passionné de football. Il a fait des écoles de football. Il est allé un peu partout. Et ce garçon-là, aujourd'hui, le football, il veut plus en entendre parler. Il regarde le foot anglais. Il regarde pas le foot français. Et Didier, le plus jeune, il a quitté le football. Il va jouer au rugby parce que, effectivement, comme le disait l'auditeur précédent, le football est devenu un sport de voyous. C'est un sport de voyous au niveau de la tête. À faire Platini, Benzema, Ribéry et compagnie. Et puis c'est un sport de voyous maintenant dans le sport amateur où on voit des parents qui sont pas contents de l'arbitrage intervenir sur le terrain, des bagarres du racisme sur le bord du terrain, etc., etc. C'est devenu un sport de voyous. Merci Didier. Lorsque à Marseille, ville qui respire, transpire le football, on entend ce genre de propos, on se dit qu'il y a effectivement aujourd'hui un vrai problème dans le monde du foot et il va falloir vite y remédier. Vu les millions et les milliards qu'on est en train d'investir dans le foot, il vaudrait mieux que la poule aux œufs d'or continue à générer un peu d'audience. Merci à tous de nous avoir appelés. On se retrouve évidemment demain.